Après mon test de Contra, alias Probotector sur NES, est venu non pas le temps des cathédrales, mais celui du guide. Mais avant de démarrer, j'aimerais, comme à l'accoutumée, lister quelques-unes de ses particularités. Une adaptation NES saluée par la critique. Loin d'être un sous-contrat comme le prétendent certains de manière simpliste, l'adaptation NES est largement saluée comme une réussite, à tel point qu'avec le temps, elle est devenue un classique de la NES. En 2004, GameSpot l'a même classé parmi les meilleurs jeux de tous les temps. Electronic Gaming Monthly l'a également récompensé en tant que meilleur jeu d'action de 1988. Puis Allgame affirmait qu'il était devenu la norme à laquelle les futurs jeux d'action seraient jugés. De même, Nintendo Power l'a classé comme le 7e meilleur jeu NES, le qualifiant de l'un des meilleurs jeux multijoueurs sur NES. Que de dithyrambe pour un, je cite, faux contrat. Un succès commercial aux États-Unis. Malgré sa difficulté, le jeu a été un énorme succès lors de sa commercialisation aux États-Unis en 1988. Cela explique l'attention particulière que Konami portera à ce marché. Signe de cet intérêt, Contra Force, qui est en fait un reskin, sera rendu exclusif au marché américain. Un jeu difficile, mais pas tant que ça. Contrairement à ce qu'a pu affirmer le site IGN, qui l'a placé en tête des jeux les plus difficiles, Contra est en fait tout à fait abordable, du peu que l'on s'en donne la peine. Certes, le jeu, mêlant réflexe et die and retry, est exigeant, mais il est loin d'être aussi difficile que d'autres jeux NES, comme Ghosts & Goblins par exemple. Mais sachez qu'au pire, il existe le fameux code Konami permettant de générer 30 vies. Un jeu qui diffère selon les pays. Comme je l'ai exposé dans mon test, le jeu a subi des modifications selon les éditions. La version Famicom de Contra, sortie en premier, inclut des cinématiques, des musiques supplémentaires et ajoute des effets environnementaux dans certains niveaux. En Europe, le jeu a été rebaptisé Probotector et vous place dans la peau, si j'ose dire, de robots. Elle tourne en 50 Hz, mais heureusement, peut être jouée en 60 Hz sans problème sur une console NTSC. Passons rapidement en revue les contrôles. Le jeu n'utilise que deux boutons, A pour sauter et B pour tirer. Malheureusement, en 1988, il n'était pas encore possible de bloquer son personnage en tirant, mais au-delà d'une question de confort, cela ne pose pas vraiment de problème. Les contrôles sont identiques lors des phases dites en 3D, à la différence près que vous ne pourrez vous déplacer que latéralement lorsque vous faites face aux ennemis. Concernant les items, ils sont relâchés en tirant sur les fameuses capsules volantes. Et comme vous allez le constater, Contra 1 proposait déjà l'essentiel de l'arsenal qui caractérise la série. Le machine gun est grosso modo l'arme de base, adjoint d'un puissant auto-fire et d'un débit plus rapide. C'est une arme passe-partout uniquement pénalisée par son faible rayon d'action. Le laser est assez futile dans ce premier épisode. Non seulement sa fréquence de tir est faible, mais en plus son allonge est ridicule si l'on tire en rafale. Autre arme inutile, les boules de feu ou le lance-flamme comme j'aime l'appeler. Il combine une faible fréquence de tir et une puissance pas si importante que ça. Il y a ensuite le spread. C'est malheureusement ou non l'arme la plus efficace et de très loin, combinant un large spectre d'attaque et une puissance impressionnante quand on tire de près. Celle-ci étant la somme de chacune de ces nombreuses boulettes. En outre, comme l'a mentionné notre cher Upsilandre, les ennemis ne bénéficient pas de frame d'invincibilité, ce qui rend possible l'exploitation abusive de sa fréquence de tir rapide de très près pour littéralement instant kill certains ennemis. Du côté des power-up, le Force Shield ou champ de force est un item d'invincibilité qui vous rend invulnérable pendant une dizaine de secondes. Contrairement à celui de Castlevania qui relève plus du troll, il sera très pratique lors de vos parties, donc faites en sorte de tous les récupérer. Ensuite, il y a le Rapid Fire ou tir rapide qui permet d'intensifier la fréquence de vos tirs. Citons enfin le Mass Destruction, un item qui détruit tout à l'écran en un seul coup. Et bien maintenant que les présentations sont faites, lançons-nous dans l'aventure. Comme je l'ai mentionné dans mon test, le premier niveau n'est pas le plus facile du jeu. Il est rempli de patterns vicieux qui peuvent vous faire perdre des vies. Ici, assurez-vous de récupérer la mitrailleuse automatique, puis le Rapid Fire qui accélérera la cadence de vos tirs. Sur le pont, sautez en rythme pour éviter de tomber. Sinon, ce n'est pas grave, mais sachez que vous ne pourrez pas sauter dans l'eau, ce qui pourrait poser problème.
Continuez sans vous arrêter tout en tirant vers le bas si nécessaire, l'arrivée des PNJ étant aléatoire. Assurez-vous de récupérer le spread signalé par un S. Vous remarquerez que j'ai malencontreusement pris le lance-flamme et ce n'est pas sale. Un autre spread vous attend un peu plus tard. Ici, descendez d'un étage pour attaquer cette tourelle. Si vous êtes trop lent, baissez-vous, elle ne vous atteindra pas. En général, il est toujours préférable de faire face à ces ennemis fixes et de vous allonger, car comme je l'ai dit, vous ne disposez pas de système de verrouillage dans ce premier épisode. Récupérez à nouveau le spread et c'est parti, vous êtes désormais bien équipé. Un autre rapid fire est à votre portée si besoin est. Après avoir sauté, passez rapidement en bas pour éliminer la tourelle de gauche et attaquer celle de droite le plus rapidement possible. Vous faites désormais face au boss, une sorte de muraille que l'on retrouvera dans pas mal d'épisodes de la série. Commencez par éliminer le garde du haut, puis redescendez d'un étage sans trop vous approcher du boss et de ses tirs en cloche. Le spread fera le reste de toute façon. Passons maintenant au stage 2 qui se déroule vu de derrière. Il y en aura un second du même genre un peu plus tard. Ici, assurez-vous de toujours vous positionner à droite au début des 5 assauts qui constituent cette phase. Cela vous permettra d'anticiper l'arrivée des ennemis qui viendront systématiquement de la droite. Une fois éliminés, passez vite à gauche, d'autres vont arriver de l'autre côté, puis détruisez le noyau central. Il y a 2 types d'ennemis, ceux qui vous tirent dessus et ceux qui vous lancent des sortes de rouleaux au sol. Ces dernières peuvent heureusement être éliminées en se couchant et en tirant dessus. En effet, certaines cibles demanderont de sauter ou de vous accroupir, donc soyez prudents. Le spread est ici très pratique car il vous permet de toucher plusieurs cibles à la fois. Ne sautez que si c'est vraiment nécessaire. Il vaut mieux privilégier les esquives dans ces phases. Ah, et surtout, n'avancez que lorsque vous avez fait le ménage, car une barrière électrique pourrait vous étourdir pendant quelques secondes. Le boss n'est pas trop difficile si vous adoptez une approche méthodique. Commencez par détruire la structure de gauche, puis celle de droite, d'où proviennent les tirs ennemis. Terminez ensuite par le centre. La seconde phase ne pose aucun problème si vous êtes toujours équipé du spread. Dans le cas contraire, cela exigera davantage de dynamisme dans vos mouvements. C'est fait, alors on continue. Le stage 3 revient au format classique vu de côté, mais se déroule verticalement. C'est un stage dont s'est allègrement inspiré Contra Opération Galuga. Je le classe parmi les plus difficiles si l'on ne le connaît pas bien. Ici, le secret est de ne surtout pas se précipiter, à moins de le connaître sur le bout des doigts. Grimpez en évitant les éboulements. Je vous conseille de conserver le spread, donc laissez les autres armes de côté. Débarrassez-vous du garde à droite, puis soyez prêt à éliminer l'ennemi caché dans la cascade. Tirez dessus tout en sautant au moment où il sera tout en bas de l'écran. Ces tirs en cloche sont particulièrement dangereux. Éliminez rapidement la tourelle de droite et repartez à gauche tout en tirant pour atteindre le pont enflammé du haut. 2 porteurs d'items vont apparaître, récupérez les items en tirant horizontalement. Le Force Field, qui vous rend invincible quelques instants, sera très pratique ici, mais ne faites pas l'erreur de vous précipiter. Soyez toujours méthodique en éliminant chacun des ennemis qui se présentent. Cette phase de plateforme peut être délicate car les ennemis apparaissent à l'improviste. Il est donc conseillé de toujours sauter en tirant et d'estimer correctement le timing de ces plateformes en lévitation. Bref, je le répète, mais ne progressez pas avant d'avoir éliminé les ennemis qui vous font face, car il est dangereux de gérer 2 tourelles à la fois. Le plus dur est fait désormais, mais ne relâchez pas votre garde, conservez le doigt sur la gâchette au cas où.
Vous allez maintenant atteindre le sommet de la montagne où une sorte d'alien géant vous attend. Le spread est ici bien utile, car il vous évite d'avoir à viser précisément. Commencez par éliminer ces deux bras qui vous lancent des flammes par intermittence, puis placez-vous au milieu, légèrement décalé, pour viser sa tête sans vous faire toucher. Rien de bien difficile. Le quatrième stage se déroule une nouvelle fois vu de derrière, mais cette fois le niveau de difficulté monte d'un cran. Il est composé de 9 séquences. Avant les deux premières, placez-vous tout à droite, car les ennemis vont venir de la droite. Même stratégie que lors de la précédente phase. Balayez l'écran de droite à gauche, puis de gauche à droite. Et surtout privilégiez toujours les ennemis mobiles aux ennemis fixes. Les cibles peuvent parfois être situées en bas, donc accroupissez-vous dans ce cas-là. Maintenant, placez-vous à gauche au début des 3 prochaines phases. Comme je vous l'ai déjà dit, évitez de sauter et privilégiez les esquives en vous plaçant au maximum au centre. Ce stage n'est vraiment pas facile car les tirs ennemis sont particulièrement rapides, parfois nombreux et peu lisibles. D'où la nécessité d'anticiper au maximum les arrivées des ennemis à gauche et à droite de l'écran. Pour les 3 dernières séquences, placez-vous toujours à droite au début. La dernière est particulièrement délicate. Déplacez-vous de droite à gauche pour éliminer les ennemis mobiles, puis repartez au centre, légèrement décalé. Le boss ressemble comme 2 gouttes d'eau au précédent, mais se montre plus coriace et agressif. Cette fois, vous êtes attaqué par une tourelle et des ennemis qui viennent des deux côtés. Jonglez entre ces cibles multiples, mais là encore, priorisez la tourelle du milieu. La seconde phase du boss n'est pas facile quand on ne possède pas le spread. Faites en sorte d'éliminer ces bulles à tête chercheuse tout en tirant sur ces têtes de robots qui sont vulnérables qu'une fois rassemblées 2 par 2. Sans le spread, il vous sera difficile d'éliminer toutes les bulles, donc vous serez probablement obligé de sauter au dernier moment pour les éviter. C'est fait, bravo les pelots. Encore un stage pas évident, le stage sous la neige. On perd certes les beaux effets de neige dans la version PAL et US, mais l'avantage est que la lisibilité s'en trouve renforcée. Vous allez faire face à de nombreuses tourelles bleues de ce genre, baissez-vous dès leur apparition car leurs tirs sont particulièrement rapides. S'ensuivent des attaques de grenades en cloche. Repérez la zone d'impact des grenades, passez par le bas et si vous avez encore le spread, ne prenez pas l'item. Progressez lentement, mais pas trop, car une approche statique peut vous mettre en difficulté face aux robots qui apparaissent sans arrêt. Rebelote avec ses tirs de grenade, une nouvelle fois effectués 2 par 2. Le secret est de repérer les zones d'impact pour savoir où on peut s'arrêter pour tirer sur les ennemis mobiles. Ici, faites en sorte de récupérer le Mass Destruction pour éliminer le premier ennemi aquatique du bas. Évidemment, sautez toujours en tirant, notamment vers le bas. Ici, si vous n'êtes pas trop lent, vous éliminerez les ennemis avant qu'ils ne vous tirent dessus. Cette espèce de char peut être pénible sans le spread. L'idée est de vous placer au maximum à gauche et de bourrer dessus. Il ne pourra pas vous toucher avec ses tirs, mais si vous êtes trop lent, il foncera sur vous. Avec la mitraillette de base, le timing est extrêmement serré. Après avoir éliminé la prochaine tourelle, vous rencontrerez un deuxième char, même principe.
Une fois le char éliminé, prenez garde lors de cette phase où 2 grenades sont tirées à distance l'une de l'autre. Il faut vous insérer entre 2 points d'impact, donc regardez bien où elles se situent pour vous arrêter entre les salves. Le 3e tir atterrit sur la plateforme du haut, donc descendez. Même topo, regardez attentivement les zones d'impact et faufilez-vous prudemment car il faudra vous accroupir pour détruire la dernière tourelle. Le plus dur est fait car le boss est une formalité, en tout cas avec le spread. Placez-vous juste en dessous de lui pour annuler son tir. C'est également possible avec la mitrailleuse, toutefois vous n'aurez peut-être pas le temps de le tuer avant que ses soucoupes vous atteignent. Il faudra donc les éliminer à droite et à gauche dans ce cas. Maintenant, bienvenue dans le stage du par cœur. En effet, ici l'improvisation n'a pas sa place. Vous allez retrouver la plupart des ennemis précédents, mais ce sont surtout les nombreux pièges qui jalonnent le niveau qui posent problème. Commencez par le bas en éliminant méthodiquement les tourelles. Les robots de base sont plus agressifs et nombreux que jamais. Cette fois, ils peuvent tirer vers le bas, donc soyez très prudents. Il n'est pas rare d'être pris entre plusieurs feux en même temps, d'où la nécessité de neutraliser rapidement leur offensive. Attention, une flamme va surgir du plafond. Attendez la salve, puis sautez de l'autre côté et accroupissez-vous immédiatement car une tourelle vous tire dessus. Restez bien en bas pour passer sous le jet de flamme qui vient du haut. Maintenant, baissez-vous et attendez de pouvoir remonter. Tombez, puis attendez une nouvelle fois le déclenchement du lance-flamme avant de progresser par le haut. Éliminez le garde, puis assurez-vous d'activer le script en sautant légèrement vers l'avant dès que la flamme du bas se rétracte. Laissez-vous tomber, puis sautez rapidement sur la plateforme de droite, non sans avoir récupéré l'item d'invincibilité. Il vous sera très utile. Foncez, mais surtout éliminez le maximum de tourelles. Face à la dernière, baissez-vous au cas où l'invincibilité s'arrêterait. Vous abordez le boss le plus difficile du jeu, une sorte de robot au pattern aléatoire. Il peut vous toucher de 2 façons, soit en fonçant sur vous, soit en lançant des sortes de disques par 1, 2 ou 3, c'est selon. Tirez généreusement sur lui et quand il se rapproche de vous, sautez au-dessus de lui. Assurez-vous de garder une distance de sécurité pour pouvoir sauter au-dessus de ces disques. Grâce à l'excellent air control, partez du principe qu'il en lancera 2 de suite. Et s'il n'en lance qu'un, ajustez votre positionnement en l'air. C'est quand il lance 3 disques de suite qu'il est le plus dangereux. Dans ce cas, sautez au-dessus des 2 premiers, puis ressautez au-dessus du dernier. Pas facile, mais avec un peu de sang-froid, vous y viendrez à bout. Bravo champion! Et je dis ça sans mépris. Le stage suivant est à l'image du précédent, fortement basé sur le par cœur. Je vous conseille de passer un maximum par les plateformes du haut quand c'est possible. Vous allez devoir passer entre ces bras télescopiques. Les timings ne sont pas serrés, donc vous ne risquez pas grand-chose. Passez par le bas, mais évitez de prendre le lance-flamme. Maintenant, passez par le haut, ou si vous le souhaitez, utilisez le chariot. Remontez et surtout n'avancez pas avant d'éliminer la tourelle. Redescendez délicatement, récupérez les items si nécessaire et progressez lentement car 2 murs piquants vont surgir du sol. Détruisez-les, d'autres vont suivre. Passez par le haut en vous faufilant entre ces bras télescopiques. Mais attention, un mur va se dresser devant le dernier bras. Patientez que la voie se libère, un chariot venant de droite va vous permettre de monter sur la plateforme, vous donnant accès à une invincibilité. Foncez et placez-vous sur le chariot du bas qui s'active. Tirez vers l'avant puis vers l'arrière.
Sautez sur la plateforme du haut qui vous donne accès au meilleur passage. Ici, faites attention, sautez à la limite de la plateforme car je ne compte pas le nombre de fois où je suis tombé. Détruisez les murs de pique. Descendez et stop. Des murs vont encore se dresser face à vous. Les derniers bras télescopiques vous attendent en bas. Ils s'activent 1 sur 2 en alternance. Lorsque vous êtes situé sous l'avant-dernier, bourrez pour détruire le plus vite possible le mur piquant. La dernière phase est composée de tourelles fixes et d'attaques de robots mobiles. Les timings sont très serrés, donc avancez prudemment en surveillant vos arrières. Et si nécessaire, baissez-vous. À ce niveau, faites en sorte qu'aucun robot ne vienne de derrière avant d'aborder le boss. Il est très facile avec le spread car il peut être détruit en 2-3 secondes. Placez-vous tout à droite et tirez dessus en diagonale. Sans le spread, ce sera plus long et vous allez devoir reculer et vous placer entre les points d'impact des grenades avant de revenir à la charge. Vous pouvez souffler car le dernier stage est bien plus facile. Au début, il est très important de récupérer l'item d'invincibilité. Tirez donc horizontalement sur le porteur d'item de droite depuis cette plateforme, foncez et éliminez ce gros alien, de préférence au sol en tirant en diagonale. Comme il vous lance des petits fœtus, l'invincibilité s'avère bien utile. Vous allez ensuite tomber nez à nez avec des espèces de bouches cachées dans le décor, qui rejettent des virus à tête chercheuse qui accélèrent sur vous d'un coup. Prenez donc bien le temps de les détruire. Si vous l'aviez perdu, attrapez ici le spread, il va très largement vous faciliter la tâche face au boss final. Cassez les bouches du bas méthodiquement. Attention à la phase de saut, les distances sont très serrées. Prenez le temps de sauter le plus près possible du rebord. Maintenant, des petits aliens vont vous attaquer. Le spread est bien utile face à eux. Sans lui, prenez bien le temps de les éliminer un par un et de reculer si nécessaire. Voici arrivé le boss final. Collez-vous à lui et bourrez en diagonale vers lui. Avec le spread, plus le rapid fire, vous n'aurez même pas besoin d'éliminer ses compagnons. Mais sans le spread, il faudra régulièrement s'en débarrasser avant de revenir sur votre cible principale. Voilà, vous avez sauvé l'humanité et accessoirement terminé le premier Probotector ou Contra sur NES. C'est un bel exploit qui mérite d'être célébré. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour de futurs tests et guides.